principal nom, c'est cette partie. L'IANA, donc la même organisation qui gère les adresses IP, gère également les numéros de port. Donc, the first two ranges, donc il y a 3 catégories de ports. Les 2 premières catégories sont réservées. Et on dit, the first 2 ranges reserve numbers that IANA can then allocate to specific application protocols through an application and review process, with the 3rd category reserving ports to be dynamically allocated as used for clients. As we thought, ok. Donc les 3 catégories sont le well-known system ports. Well-known, ce sont des ports qui sont reconnus mondialement, être utilisés par des applications spécifiques. Par exemple, DNS utilise un port spécifique. POP3 ou encore Simple Mail Transfer Protocol utilise un port spécifique. Donc ça, il y a des applications qui utilisent des ports qui sont well-known. Et les well-known port number, le range c'est de 0 à 1083. Il y a les user registered ports qui vont de 1024 à 49 151. Ça, ce sont des ports qui sont, par exemple, si vous concevez une application, vous faites une demande à l'IANA, quel est le numéro de port qui peut vous être attribué? On vous attribue un numéro. Ça, c'est user registered ports parce que c'est contrôlé. Donc, l'IANA va vous attribuer un port. Je donne un exemple. Zoom, par exemple. J'imagine que Zoom a un user registered port. On peut faire une recherche sur Google, par exemple. Je ne sais pas si on va trouver registered port for Zoom. Bon. What is the port number for Zoom? On nous dit TCP c'est 8443. Bon, c'est pas intéressant parce que c'est ce que HTTP utilise. TCP, il y a aussi 443, 8801, UDP, il y a ces ports. Donc, bref, il y a ces ports. Et nous voyons que si vous utilisez le 3478, ça fait partie de ce range, de ce qu'on appelle le User Registered Port. Donc, si vous voulez concevoir une application et que vous voulez que votre application puisse avoir un port dédié, un numéro de port dédié, vous allez faire la demande à l'IANA. Le troisième range, la troisième fourchette, va de 49 152 à 65 535. Et là, on appelle ça les ephemeral dynamic private ports. Donc, ce sont des ports privés. Nous allons voir que ces ports sont très importants. On nous dit les dynamic private ports not assigned and intended to be dynamically allocated and used temporarily for client application while the app is running. Alors, l'exemple le plus simple, c'est mon PC. Vraiment, excusez-moi. Je suis vraiment dérangé aujourd'hui. Et ce qu'on appelle les private ports, supposons que mon PC veut se connecter à un serveur web. Nous savons que le serveur web utilise un port well-known, qui est le 80, ou encore le 443, je pense que pour la sécurité. Ok? Mais mon PC doit avoir ce qu'on appelle le source port. Ok?
Donc, lorsque mon PC va initier la session TCP avec le serveur web, il y aura un source port et mon source port sera attribué dans la fourchette des... À partir de cette fourchette, les dynamiques. Donc, il y aura un source port, par exemple, donnant par exemple 50 000, qui est dans cette fourchette, et le destination port, c'est le 80. Ne parlons plus du reste, nous savons qu'il y aura une source et destination IP. Donc, et un élément très important ici, on dit, a socket on a single computer should be unique. A connection between two sockets should identify a unique connection between two computers. Alors, pourquoi on parle de two sockets? Parce que lorsque la session va du PC vers le serveur, nous avons dit que le socket qui est du côté du PC va consister de l'adresse IP. Disons par exemple que c'est le 10, 10, 10, 10, suivi de l'application, ici par exemple c'est TCP, et du numéro de port 50 000. Lorsque le frame arrive au niveau du serveur, nous savons qu'il y aura tout ce que nous avons vu, des encapsulations, ainsi de suite. Le serveur va se retrouver avec un socket, okay, qui va identifier cette session qui est ouverte par ce PC. Nous allons... The uniqueness means that you can use multiple applications at the same time, talking to applications running on the same or different computers. On nous donne un exemple ici de ce multiplexing et des différents sockets qu'il y a, que nous avons ici. Excusez, je vais faire ceci. Donc ici nous avons 3 sockets et nous allons voir comment est-ce que ces sockets sont. Nous avons un socket du côté du PC, ok, et un socket du côté du serveur. Par exemple pour l'application, le web browser, ok, le premier socket, le socket qui identifie l'accès au web server, ok, 49 152. Si nous remontons un peu, ça fait partie des ephemeral, ok, des private, parce que c'est dynamique. Ça sera dynamiquement attribué au PC. Donc, le premier socket que nous avons ici, c'est le socket qui identifie la connexion du PC vers le serveur web. Et du côté du PC, nous avons le source IP, l'adresse IP source, le protocole et le source, le port source port. Du côté du serveur, il y a un socket, l'adresse IP du serveur, le protocole et le numéro de port de HTTP 80, puisque c'est le web server ici. Donc nous avons 2 sockets. Un socket du côté du PC qui accède au serveur web et un autre socket du côté du serveur. Et logiquement, nous pouvons imaginer que du point de vue du serveur, le port source, c'est le 49 152. Ok, le port source, du point de vue du serveur, c'est le 49 152.
Pour la deuxième application, il y a un autre socket, c'est ce socket. L'adresse IPC ne change pas. Le protocole, les deux applications utilisent le même protocole, mais le port change. Ça, c'est un deuxième socket qui identifie la connexion, la session qui permet à l'utilisateur d'accéder à l'application des transferts. Et ici, un port de destination et un socket pour cela. La même chose pour l'application des publicités. Il y a un socket du côté du PC et il y a un socket du côté du serveur. Port numbers are vital part of the socket concept. Servers use well-known ports, user ports, whereas il y a au total 2 sockets pour chaque session. Un socket du côté de l'équipement, en fait du PC, et un autre socket du côté du serveur. Maintenant ici, c'est très important ce qui est noté ici. Les serveurs utilisent des ports well-known, ok? Donc cette fourchette que nous avons dit, des ports qui sont reconnus être utilisés par des applications spécifiques. Et par contre, les clients, donc les PC principalement, utilisent les ports dynamiques. J'étais en train j'avais ouvert Wireshark. I just wanted to prendre ça comme un moment de voir comment ça se passe. Attendez, je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous... Ok, ça y est. Je ne sais pas, apparemment c'est... Ok. Ok, donc nous avons Wireshark ici, là on va voir exactement. On va essayer de voir les paquets que nous aurons. Je suis en train d'utiliser le Wi-Fi, donc je vais sélectionner l'adaptateur. Si vous voulez capturer les paquets qui passent au travers de votre PC, vous pouvez utiliser Wireshark. Et vu que mon PC est connecté par Wi-Fi, je vais choisir le Wi-Fi. Mais si vous utilisez un câble, vous allez par exemple choisir l'adaptateur où vous voyez du trafic. Par exemple, ici j'ai adaptateur for loopback traffic capture, VMware, local area connection, mais je suis en train d'utiliser le Wi-Fi. Donc je vais choisir cet adaptateur. Vous faites un double clic sur ça et vous voyez ici nous voyons tous les paquets qui sont en train de passer pendant que mon PC est en train de communiquer. Ici nous voyons le protocole, ok, UDP, TCP quelquefois, TLS V1, UDP, TCP, MDNS, quelque chose comme ça. Je vais par exemple venir ici, je vais essayer d'ouvrir un RFI.fr. Ça passe tellement vite que c'est le résultat. Je vais remonter, je vais retrouver ça. Bon, autre chose qu'on peut faire, c'est simplement cliquer ici, là. Si on clique, par exemple, si je clique sur ce segment, okay, parce que ça représente un paquet, et je reviens vers le bas ici, je peux voir un peu ce qu'il y a dans ce paquet. Ici, okay, je vais augmenter la taille ici. Ok.
Donc, j'ai cliqué sur ce segment, sur ce paquet ici, là. Ici, nous avons l'heure. C'est pas trop clair, mais c'est time. L'adresse IP source. OK. L'adresse IP de destination, c'est destiné à ma... Non, ça vient d'un autre équipement. C'est destiné à moi, à mon PC. Le protocole, c'est TCP. C'est destiné à ce port. Et je pense que ça, c'est le port source. C'est destiné à ce port 56 000, tel que vous le voyez. 56 000, ça fait partie de la catégorie des ports éphéméraux. Si on vient ici, on peut également voir source. Donc, juste pour s'amuser, parfois si vous voulez mieux comprendre ces applications, ça c'est un peu plus, si vous arrivez dans les, par exemple, je travaille pour un fournisseur d'accès, on a beaucoup des cas où on veut vraiment savoir ce qui se passe dans le réseau. Pourquoi est-ce qu'on perd des paquets? Pourquoi est-ce que donc ces captures de paquets permettent de voir exactement ce qui se passe dans le réseau? Est-ce que les frames qui quittent un équipement arrivent vers un autre équipement? Est-ce que le port est bloqué? Est-ce que ceci, parce que vous allez voir que plusieurs utilisateurs, certains peuvent accéder à un serveur, d'autres ne peuvent pas accéder. Pourquoi est-ce que tel? Donc, c'est là où on peut arriver à chercher à comprendre exactement ce qui se passe. Donc, en vérifiant ces informations, le linked info, ainsi de suite. Alors, ici, nous avons toutes les informations. Nous voyons ici pour TCP, par exemple. Lorsque je clique sur TCP, source port, ok, ça vient du port 58305, destination port, ça va à 443, ça veut dire que ça va à HTTP, ok. Et nous avons ici sequence number, ok, nous avons dit qu'il y a des numéros de séquence, sequence number, relative sequence number, next sequence number, ok, acknowledgement number, ouais, ce sont des choses qui ne nous intéressent pas, mais c'est vraiment juste pour la curiosité, si vous voulez. Lorsque vous avez le temps, parfois on se fatigue, on veut essayer de faire autre chose pour se détendre. Vérifier ces choses peut vous permettre de comprendre au fur et à mesure comment est-ce que ces protocoles fonctionnent. Remarquez ici que nous avons les flags, ok, ACK, ok, window, nous avons parlé du windowing. Donc, avec des applications comme ça, qui c'est gratuit, ça peut vraiment vous permettre de voir un peu vraiment. Et là, nous sommes dans un TCP header, ok? Dans un TCP header. Nous sommes en train de voir dans la réalité ce qui est contenu dans ce TCP header. D'ailleurs, ça nous permet de voir tout ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, tout ce de quoi nous sommes en train de parler. Maintenant, les applications populaires. Les applications populaires, nous le savons, c'est le 3W, ok, le World Wide Web, principalement ce qui permet d'accéder à des serveurs web et d'accéder à des pages qui sont dans ces serveurs. Deuxième application populaire, c'est DNS. C'est ce qu'on peut dire l'une des applications qui fait fonctionner l'Internet, parce que sans DNS, l'Internet, vraiment, ce sera difficile. Ok? Sinon, chacun va se balader avec des carnets, avec des adresses IP, et à toute fois qu'on voudra accéder à des serveurs, on va prendre des adresses IP, les saisir. Non, ce n'est pas pratique. DNS permet de ne pas se balader avec des adresses IP, mais juste saisir des noms que nous pouvons retenir. Par exemple, moi, pour accéder à un serveur de RFI, je ne saisis pas l'adresse IP, mais je saisis simplement rfi.fr, et puis DNS prend en charge le travail de traduire le nom que j'ai saisi en l'adresse IP qui correspond au serveur de RFI. Nous avons Simple Network Management Protocol. C'est
un protocole qui permet de gérer, c'est plus pour la gestion des équipements du réseau. Nous avons TFTP, c'est pour le transfert, et il y a aussi FTP. Maintenant, nous avons dit qu'il y a des applications qui ont des numéros de port connus, les well-known ports, c'est ce que nous voyons ici. Ça, ce sont les well-known port numbers qui sont que nous devons d'une façon ou d'une autre mémoriser. Ok? Parce qu'il y a des questions généralement qui viennent. Je pense que si on va sur les questions de ce chapitre. Ah, trop vite. Nous allons voir les questions. Okay, which of the following header fields identify which TCP/IP application gets data received by the computer? Which of the following header fields identify which TCP/IP application gets data received by the computer? Je pense qu'ici c'est TCP port number, UDP port number. Which of the following are typical functions of TCP? Flow control, error recovery, multiplexing using port number, ordered data transfer. Donc A, B, C et F. Which of the following functions is performed by both TCP and UDP? Quelle est la fonction qui est exécutée par TCP et UDP? C'est multiplexing using port number. C. What do you call data that includes the layer 4 protocol header and data given to layer 4 by the upper layers, not including any headers and trailers from layer 1 to layer 3? C'est une question qui est un peu compliquée. Okay. The URI, which part identifies the web server? Which part identifies? C'est cette partie qui identifie le serveur web. B. Ok, une question sur les ports. Fred opens a web browser, connects to the www.searchskills.com website. Which of the following are typically true about what happens between Fred's web server and the web browser and the web server? Donc, ici, ça porte un peu sur les numéros de port. Donc, ils n'ont pas mis beaucoup de questions, mais je m'attendais à ce qu'il y en ait. Donc, ça peut nous donner une idée un peu de l'importance que Cisco porte sur les numéros de port. Mais du moins, je vous recommande de prendre un peu de temps et de mémoriser les plus importants. Surtout HTTP. HTTP 80 et son protocole c'est TCP. L'autre DNS. DNS c'est vraiment un protocole incontournable. Son numéro de port 53, il utilise UDP et TCP. C'est très important de savoir que DNS utilise les deux protocoles. Nous utilisons Telnet. Telnet, son numéro de port c'est 83, son protocole c'est TCP. SSH, son numéro de protocole c'est 22. Plutôt son numéro de port c'est 22, protocole TCP. Du coup, voilà pourquoi lorsque nous ouvrons PATI par exemple, lorsque j'ouvre PATI par défaut, ça sélectionne SSH et le numéro de port c'est 22. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Si vous changez, ok, je ne suis pas sûr que vous pourrez accéder au travers de SSH. Si on va à Telnet, remarquez que ça change automatiquement en 23. C'est pas trop visible, mais vous pouvez tester vous-même. Donc ça c'est pour Telnet et SSH, c'est 22 et 23. Nous avons FTP, c'est 20.
Bon, pour FTP, on a deux. Il y a FTP Data, c'est 20. FTP Control, c'est 21. Alors, pour DHCP, c'est aussi un protocole très important. Alors, DHCP, faites attention. Il y a le port DHCP Server 67 et DHCP Client 68. Et le protocole pour les deux, c'est UDP. Nous avons POP3, c'est un protocole qui est utilisé par les serveurs d'email, en fait, pour la transmission des emails. Le protocole, c'est TCP et c'est le numéro de port, c'est 110. UDP, bon, Simple Network Management Protocol utilise UDP et son numéro de port, c'est 161. TCP, remarquez qu'on est en train de voir 80 combiné avec le 443. SSL, son numéro de port, c'est 443. Si nous venons ici, Google, je vais faire HTTPS protocol, protocol number. Remarquez qu'on nous dit HTTPS is secure and on port 443. Ce n'est pas trop clair ici là, mais notons-le que lorsqu'on dit 443 ici, c'est simplement HTTP qui utilise SSL, donc c'est le HTTPS, HTTP sécurisé. Ce n'est pas clair ici là. Ça peut prêter à confusion. Je répète, 443, c'est le numéro de port utilisé par HTTPS. Donc, c'est simplement HTTP combiné avec SSL. Donc, il y a la sécurité des sessions. Nous pouvons le voir lorsque nous naviguons. La majorité des sites utilisent HTTPS. Si vous créez un site qui utilise HTTP, les gens ne vont pas vouloir naviguer sur ce site parce que votre site n'est pas sécurisé. Par contre, lorsque nous voyons HTTPS, il y a un certificat. Il y a un mécanisme de certificat, il y a des mécanismes de sécurité qui permettent que les sessions entre les clients, les PC qui sont clients et le serveur, que ces sessions soient sécurisées. Donc je voulais préciser cela parce que vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas de HTTPS? Faites une petite recherche sur Google. Vous allez voir HTTPS is secure and is on port 443 et c'est ce que nous voyons ici. Je ne sais pas pourquoi Cisco a simplement mis SSL. Bon, c'est Cisco. Syslog utilise UDP et le port c'est 514. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Là maintenant nous voyons quelque chose qui est fait. Nous allons voir ce que en fait TCP fait et que UDP ne fait pas. En français un peu bizarre, mais voilà. Les éléments qui sont uniques à TCP, ok, pas à UDP. TCP, ce qu'il fait, c'est qu'il établit une connexion before any of the other TCP features can begin their work. Donc, avant de faire le travail, ok, TCP, ce que TCP fait, c'est qu'il établit une connexion entre les deux équipements. Connection establishment refers to the process of initializing sequence and acknowledgement fields and agreeing on the port numbers used. Donc c'est l'ouverture de la connexion, c'est le processus d'initialisation des séquences, ok, et des acknowledgement fields, et
s'accorder sur les numéros de port à utiliser. En d'autres termes, le web browser va initier le port source qui est dynamique et bien sûr que son message est destiné au port 80 du côté du serveur web. Donc les deux vont s'accorder, il y aura un échange. Maintenant, dans cet échange, il y a ce qu'on appelle le TCP Three-Way Handshake. J'ai fait si j'ai fait 5 interviews, pendant 3 on m'a posé cette question. What is the TCP Three-Way Handshake? TCP Three-Way Handshake, c'est ce que nous voyons ici. C'est cet échange de messages. Le client va envoyer le SYN. Ok, SYN veut dire synchronisation. Est-ce que nous pouvons nous synchroniser? Le serveur web va répondre avec SYN-ACK. Donc dans le SYN, nous voyons qu'il envoie le message au port de destination qui est le 80. Tu peux aller t'asseoir là. Va t'asseoir là. Et le port source. C'est simplement le client qui dit: je veux communiquer avec toi, serveur web, je sais que tu es au port 80, ton numéro de port est connu, c'est un numéro de port well known, en fait, qui ne change pas, pour faire simple. Moi, mon numéro de port, c'est le 49 155. Est-ce qu'on peut établir une session? Le serveur web va dire: OK. Effectivement, mon port source, c'est le 80. J'acknowledge. Je prends acte que ton numéro de port, c'est le 49 155. Et le client va répondre encore: OK. Acte. Donc, c'est parce que si la session ne peut pas être établie, c'est un grand problème. Ou encore, s'il y a beaucoup à un niveau donné, on va appeler des sessions qui la session s'établit et se détache. Ok, il y a beaucoup de problèmes qui sont résolus au travers de la compréhension de ces mécanismes. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle ici, on dit this three-way connection establishment flow, also called three-way handshake. Donc, SYN-ACK, ACK. Ça, c'est ce qu'on appelle le three-way handshake. Si vous voulez noter ça de façon simple, le three-way handshake, c'est cette communication. SYN envoyé par le client, SYN-ACK envoyé par le serveur web, ACK envoyé par le client. Maintenant, ici, on nous dit que l'adresse IP est implied, c'est-à-dire est supposée, parce que c'est basé sur le IP packet. Et le protocole est aussi implied, nous le voyons ici, parce que c'est dans l'entête TCP. Donc ça, c'est le three-way handshake et donc l'ouverture de la session TCP. Maintenant, il y a des on dit TCP signals connection establishment using 2 bits inside the flag fields of the TCP header called SYN and ACK. Lorsque nous avons ouvert, où est-ce que j'avais vu ça? Voilà, ce sont les flags que nous voyons ici là. Ça se trouve dans le header. Nous avons SYN, si vous pouvez voir ici, c'est pas trop visible.
Voilà. Ah, je ne fais pas ça. Nous avons ici le SYN. Nous avons le ACK. Ce sont des flags. Et nous avons le FIN. Nous allons voir que le FIN, c'est simplement ce que nous pouvons vite comprendre que c'est signaler la fin de la session. Donc, ce sont les flags. TCP connection termination is four-way termination sequence. TCP connection termination. This four-way termination sequence is straightforward and uses an additional flag called FIN bit. Donc, lorsque j'envoie le FIN bit, ça veut dire que je vais mettre fin à la session. L'échange entre le client et le serveur prend fin. Et remarquez qu'on appelle ça des flags. Si on vous pose une question, TCP flag c'est quoi? Ce sont simplement les messages qui sont à l'intérieur. Donc le SYN, SYN ACK, ACK. Et lorsque nous avons fait la capture des paquets, c'était ici, nous avons vu qu'il y a des flags. Nous le voyons ici là. Flag. Et nous pouvons tout de suite comprendre que ce message c'est un ACK. Je voulais revenir ici pour partir pas à pas. Nous avons le frame. Ok. Ici là nous avons le frame. Très important. Lorsque vous avez vraiment le temps, vous n'avez rien à faire, amusez-vous avec ces choses, vous n'allez pas regretter avec le temps. Nous avons le frame ici là. Le type d'encapsulation, Ethernet, c'est arrivé à quelle heure? C'est ici, voilà pourquoi on dit il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus tricher. Ton appel, tu avais passé ça à quelle? Vous savez, lorsque vous arrivez à un niveau donné, les experts en informatique sont utiles pour les investigations criminelles. Tu avais passé ton appel à quelle heure? Non, j'avais appelé à 9 heures. Mais c'est ici qu'on reconnaît tout. Tu as navigué dans tel site à telle heure, tu as ouvert telle page, tu as fait ceci. C'est au travers de tout ceci. Tout ceci est enregistré. Donc, le message arrive à quelle heure? Il y a même la zone. Ok? Central Daylight Time. C'est comme UTC ou encore temps universel. Le fuseau horaire du Texas où nous sommes, où je suis, c'est Central Daylight, CDT. Et ici, on voit quelques éléments. Le frame number, le numéro de frame. Frame length, la taille de ce frame, 54. 432 bits. Frame is marked, false. Frame is ignored, false. Ça veut dire que le frame n'a pas été ignoré. Protocol in frame, le protocole qui est à l'intérieur du frame. IP, TCP. Ok? Coloring rule name, TCP. Ethernet 2. Bref. Après, il y a le packet. Ça, c'est juste le message que nous avons. Donc, le message que nous avons sur lequel nous avons cliqué. Le packet, l'adresse IP source, ça vient de ceci. Ça va à quelle adresse IP? Ça va à quelle adresse IP? 192.251. La version 4, nous savons que c'est IPv4. Et de length, 20 bytes. C'est le header du IPv4. Differentiated Services Field. À peine là, j'étais en train de parler de la qualité du service, le QoS, et j'avais parlé du DSCP. Ok? C'est ici qu'on va signaler si ce frame, si ce paquet doit avoir une certaine priorité, une certaine qualité de service. Ça sera marqué ici. Total length, 40, identification, flags. Time to leave, nous avons vu que le paquet a un time to leave. Protocol, TCP. Et de checksum. Source, destination. Après, nous arrivons au TCP. Source port. Destination port. Numéro de séquence. Acknowledgement. Length. Source port. Destination port. Ainsi de suite.
Ça, c'est le truc. Ça, je pense que c'est l'entête. Le flag qui est à l'intérieur. ACK. Window. Calculated window size. Ainsi de suite. C'est ainsi. Vous voyez que c'est très très détaillé à l'intérieur. Un seul paquet, un seul frame a tous ces détails. Tout est bien marqué, noté. Donc ça c'est un peu pour donner un sens à cette théorie que chaque frame qui passe dans le réseau a ces informations de façon détaillée. Donc vous allez voir que dans le segment que nous avons ouvert, c'est un hack, ok? C'est ce message. Donc ça a confirmé l'ouverture de la session. Donc lorsque vous avancez, vous lisez ces choses en tant que professionnel, vous pouvez savoir que ce segment avait servi à faire ceci. Ce segment avait mis fin à une session. Maintenant ici c'est comment est-ce qu'on met fin à une session TCP. C'est simplement il y a le hack fin qui est envoyé. L'autre équipement envoie un hack. Donc il y a le hack et puis il y a le hack fin, excusez. Et puis il y a le hack fin qui est envoyé et enfin le hack. Donc ça c'est comment est-ce que on met fin à une session. Maintenant, on dit TCP establishes and terminates connections between the endpoints, whereas UDP does not. Donc UDP n'a pas le concept de session establishment and termination. Donc voilà pourquoi il y a deux concepts que vous devez comprendre. Et c'est ce que les concepts considèrent comme des key topics. Connection-oriented protocol, a protocol that requires an exchange of messages before the data transfer begins.